Barbara Donville, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Comment souhaitez-vous vous présenter? Euh, je suis psychologue, psychothérapeute, spécialiste des troubles envahissants du développement. Euh, voilà, j'ai travaillé pendant 35 ans avec des enfants autistes et apparentés. Autistes, aphasiques, apraxiques, voilà. Et j'ai développer un travail pour ces enfants autour du corps, très spécifiquement autour du corps. Alors le corps, Barbara Donville, quand on parle d'hypnose, on l'évoque le corps. On l'évoque dans les personnes que nous recevons, que je reçois dans ces interviews. J'entends des approches qui sont différentes, qui se complémentent. Et en particulier, j'ai reçu Thierry Servilla, avec qui vous aviez fait une conférence d'ailleurs, où on avait parlé de la différence, on avait parlé de se rassembler grâce à la différence, on avait parlé d'autisme, il y avait Alexandre Julien. Thierry Servilla redonne une place essentielle au corps dans le travail d'hypnose, et Jean-Marc Benayem, que j'ai reçu hier, parle de cet équilibre entre l'esprit, la pensée et le corps, en insistant sur le fait que on ne doit pas se laisser piéger par l'enfermement dans l'esprit ou dans le corps. Donc on va entendre le mot corps extrêmement souvent dans l'hypnose. Alors vous, Barbara, dans votre approche avec les enfants, avec les parents, le corps, vous le prenez finalement comme un médiateur de la pensée, vous le prenez comme un lien à l'autre ou autrement. Alors, euh, je le prends d'abord effectivement comme un reflet de la pensée. Et ça, j'ai pu le voir à travers tous les petits-enfants que j'ai pu aider. J'ai vu un, un parallèle permanent entre l'évolution de leur corps et de leur façon de se servir du corps, de leur corps, euh, et de leur pensée, et l'ouverture de leur pensée. C'est pour moi absolument parallèle. Et en ça, euh, je dirais que ça rejoint un philosophe comme Spinoza, qui m'a considérablement aidé lui aussi à comprendre ce lien entre le corps et la pensée. Le corps est une pensée, la pensée traduit notre corps. Alors dans les troubles envahissants de la pensée, euh, est-ce que le corps, qui va donc être en difficulté parfois pour réagir comme on le voudrait ou comme on le pourrait, est-ce que ce corps va être de nouveau finalement ce qu'on va pouvoir approcher, rassurer pour aller doucement vers la pensée? Pour arriver à subjectiver la pensée. C'est Mais ça. il n'y a pas, enfin, ce que euh, ce travail avec ces enfants autistes m'a fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pensée autonome possible s'il n'y a pas un corps autonome. C'est le corps qui dit au cerveau. C'est le corps qui ouvre à la pensée. Et le corps est en lui-même la traduction de la pensée. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas uniquement avec les enfants autistes que c'est vrai, c'est vrai avec nous tous. Sauf que dans l'autisme, tout ça n'est pas en place. Donc il a fallu que j'y réfléchisse, que ce soit quelque chose de, euh,
que je nomme toutes ces étapes qu'il allait falloir mettre en place, que nous, j'allais dire personnes gâtées, nous n'avons pas forcément réfléchi parce que ben, tout ça a émergé dans un ordonnancement dit normal, dit dans la norme. Mais puisque ces enfants-là ont une autre norme, euh, il a fallu réfléchir à tout ça. Et ensuite, une fois que le corps s'ouvre suffisamment et arrive à, à faire en sorte que la pensée émerge, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à créer du lien. D'accord. Barbara, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le premier livre donnait de l'espoir dans le fait de se dire on peut aller mieux, on peut avancer avec un trouble sans se retrouver coupé des autres à condition que les autres viennent vers nous. C'est ce que j'ai retenu de ce livre. Votre second livre, il fait une synthèse de vos travaux et de votre approche aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de nous dire un mot? Oui, alors effectivement, alors, le premier livre était un livre plus didactique, on va dire. Il est didactique dans la mesure où euh, j'ai pu enfin, expliquer la démarche que j'ai employée à travers les ateliers que j'ai pu monter pour les enfants. Euh, et mon second livre est un livre plus euh, qui traduit toutes les recherches que j'ai pu faire parce qu'au bout d'un certain temps, j'ai travaillé pour chaque enfant, j'ai fait des recherches très particulières et je me suis inspirée de la philosophie, notamment de la philosophie des sciences et dans la philosophie des sciences de la phénoménologie husserlienne. Et c'est ces travaux de recherche qui qui m'ont fait évoluer dans ma façon de regarder l'enfant autiste et de le comprendre autrement. Et j'ai compris que la philosophie pouvait avoir une utilisation extrêmement concrète. Celui qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était Gaston Bachelard, parce que c'est quelque chose qu'il dit très rapidement dans son livre sur je ne me souviens plus comment est-ce que ça s'appelle, euh, mais un de ses premiers livres où il dit effectivement que la philosophie doit servir concrètement. Et je me suis dit, il a sans doute raison, comment est-ce que je peux m'en servir? Et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Après avoir travaillé avec beaucoup d'enfants qui étaient autistes, mais pas seulement, aphasiques, apraxiques. J'ai travaillé pendant 14 ans avec un enfant qui était tout ça, autiste, apraxique, aphasique. Et la philosophie, notamment la phénoménologie, m'a énormément guidée pour faire, on va dire, pour endiguer au maximum son apraxie. Alors, les livres s'appellent comment? Qu'on dise aux auditeurs comment s'appellent les livres. Vos livres, vos livres. Ah, pardon, excusez-moi, je vous entends mal. Mes livres. Alors, le premier s'appelle Vaincre l'autisme. Ce n'est pas du tout moi qui ai donné ce titre et ça m'a fortement déplu. J'ai beaucoup râlé auprès de l'éditeur. Mais bon, euh, en tout cas, chez cet éditeur-là, on ne choisit pas ses titres. Bon, bref. Et le deuxième livre s'appelle Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste. C'est chez Odile Jacob, les deux livres. Euh, Là aussi, bon, j'aurais peut-être donné un autre titre, mais enfin bon, voilà. C'est, c'est comme ça. Mais c'est vraiment
ce second livre, c'est vraiment la façon dont j'ai pu me servir concrètement de la philosophie, notamment de la philosophie des sciences, comme je vous ai dit. Mais pas uniquement, mais pas uniquement. Spinoza m'a beaucoup aidé, euh, notamment un de ses commentateurs qui s'appelle Robert Misrahi et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le lien du corps et de l'esprit et qui m'a inspiré énormément d'exercices et de situations à mettre en œuvre pour ces petits-enfants. Ces interviews, elles abordent l'importance, la richesse du lien. C'est le lien qui m'intéresse. Qu'on Oui. parle d'un lien philosophique, d'un lien scientifique, d'un lien social, d'un lien politique, d'un lien religieux ou du lien thérapeutique dont on va se servir, nous, avec l'hypnose. Alors, l'hypnose, vous allez nous en parler si vous voulez. J'ai le bonheur de pouvoir vous accueillir sur la plateforme et on associe l'hypnose à la philosophie. L'hypnose, je dirais, est un outil, mais qui va s'intégrer dans la philosophie de notre soin. Voilà, je ne dirais pas que l'hypnose est une philosophie, je dirais plus c'est un outil. Et le soin est une philosophie euh, qui va s'appuyer sur ce que la société attend, sur ce que le thérapeute veut faire passer, etc. Comment vous avez envie de parler de l'hypnose en quelques mots? Alors, je, je vais dire, je pense que moi, depuis des années, j'ai, sans nommer l'hypnose en elle-même, je l'ai utilisée énormément. Euh, Parce qu'il me paraissait tout à fait naturel qu'on ne pouvait pas, euh, dans mon approche médicale auprès des enfants, euh, euh, sentir le corps et apprendre à sentir le corps si on s'encombrait de tas de pensées. Il fallait, et là je vais employer le terme de Ignace de Loyola, faire page blanche. Faire page blanche et arriver à ne rien penser du tout pour pouvoir ressentir le corps. Et c'est à travers ces moments de de repos cérébral que il m'est arrivé de pouvoir euh, ressentir très particulièrement le corps de l'enfant et le mien aussi, que je faisais, que j'essayais de mettre en lien avec celui de l'enfant pour que l'enfant puisse justement enfin, intégrer et entrer en empathie avec notre atmosphère. D'accord. J'ai fait ça de manière naturelle, ça m'est apparu de bon sens, voilà, de bon sens. Alors aujourd'hui, si je vous dis, y a-t-il un personnage qui vous parle, qui vous vienne plus à l'esprit au niveau de l'hypnose ou au niveau de la philosophie, ou des deux, à qui vous pensez? Est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous avez des paroles de quelqu'un? Est-ce que ça peut être plutôt le regard d'un enfant? Qu'est-ce qui aujourd'hui reste très présent dans votre esprit quand on évoque ce sujet du lien? Ah, alors, quelqu'un qui m'a été très, très précieux dans la vie, lui ne parle pas d'hypnose, mais je pense franchement que sa pratique était très, très proche de ça. C'est Roger Vitose, et qui était un médecin suisse du 19e siècle et qui a beaucoup enfin, pratiqué dans le milieu de la dépression et qui a beaucoup aidé autour de lui. Et, je pense que si je n'avais pas fait cette rencontre, eh bien, il y aurait beaucoup de choses que je n'aurais pas comprises et beaucoup de choses que je n'aurais pas faites. Je pense beaucoup à lui et
j'allais dire, je me sers encore énormément de sa pratique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parfois envie d'inviter un enfant ou son entourage à entrer en hypnose plus ouvertement, Oui, plus clairement? oui, oui. Et je le fais là actuellement avec les petits-enfants que je suis amenée à rencontrer à Casablanca, puisque c'est là aujourd'hui que j'exerce. Euh, oui, aujourd'hui, je travaille certains exercices où j'essaye d'obtenir le mieux possible de l'hypnose de ces enfants. Et j'avoue que je suis arrivée à beaucoup mieux concentrer ces petits quand on me les a confiés et que j'ai essayé de pratiquer le mieux possible l'hypnose. J'ai obtenu d'eux une concentration que les parents m'avaient dit, enfin, m'ont dit qu'ils n'avaient jamais obtenue d'eux. Alors, ce que je Que se trouve passe-t-il en ce très... moment où je suis à Paris? Je n'en sais rien. Mais quand je Oui, suis à Casablanca, j'y arrive, et oui. quand c'est moi en tout cas. Bon, moi, ce que je trouve très intéressant, très riche, très gratifiant, c'est que vous êtes venu entendre le vocabulaire de l'hypnose avec votre bagage de la pratique de la psychologie et de la philosophie. Et finalement, je vous ai laissé avec. Et vous vous en êtes servi pour entrer dans cette transe qui est très particulière. Non, je trouve que c'est très libre, très riche. Vous l'avez fait, je l'ai vu dans une consultation, c'est extrêmement intéressant. Une question d'art. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui, pour vous, vous touche le plus? Est-ce que vous aimez écouter la musique? Est-ce que vous aimez regarder des tableaux? Est-ce que vous aimez regarder des sculptures? Est-ce que vous aimez visiter des lieux? Qu'est-ce qui pour vous est très important? Alors, j'aime beaucoup les voyages. Euh, je suis, j'ai pas mal voyagé. Nous avons pas mal voyagé en famille. Euh, J'aime tout particulièrement la sculpture. Euh, Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, je me posais la question suivante, comment est-ce qu'on arrive à faire des drapés en sculpture? Et j'ai eu la réponse, euh, car j'ai suivi les cours de l'école du Louvre et j'ai été un petit peu déçue de la réponse qui a abîmé mon rêve d'enfant parce que je me disais que ça devait être absolument merveilleux d'arriver à plier la pierre. Mais non, il ne plie pas la pierre, bien entendu, c'était pas ça qu'il faisait. Mais j'ai un intérêt tout particulier pour la sculpture. Et j'adore visiter les cathédrales et euh, pouvoir j'allais dire, profiter de ce que cette école du Louvre m'a appris et ce que j'en ai retenu. Voilà. Sinon, j'aime énormément lire. Enfin, je lis énormément. J'ai eu des périodes de romans. J'aime tout particulièrement les romans sud-américains. Et puis, j'ai découvert beaucoup plus tard la littérature allemande que je trouve extraordinaire. Euh, et puis, bien entendu, j'ai lu énormément, j'ai lu toute notre littérature française, ça, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, je lis beaucoup plus de philosophie, je lis pratiquement plus que ça. Et très dernièrement, c'est très nouveau et ça m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai ouvert des livres de théologie et j'ai ouvert notamment un livre, enfin, un auteur qui s'appelle Hans-Urs von Balthasar, qui était un jésuite
qui est sorti de chez les Jésuites. Voilà, et qui écrit des livres absolument extraordinaires, ainsi que Karl Rahner. Et puis, je m'intéresse beaucoup au protestantisme également, donc je lis Karl Barth. Alors, tout ça, c'est complètement nouveau pour moi et j'assimile ça à la philosophie aussi. Parce que quand vous ouvrez ces livres-là, ce sont des philosophes qui écrivent. Alors, quand je vous écoute, Barbara, déjà on entend une grande curiosité, ce que j'ai toujours entendu d'ailleurs en vous voyant. Vous êtes toujours demandé pourquoi, d'où ça vient, comment peut-on l'expliquer et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut rendre les choses plus simples pour celui qui souffre? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Dans toute cette littérature que vous allez chercher, on reparlait avec Jean-Marc Benayem des philosophes qui ont eu un œil euh, extrêmement, euh, je dirais, intuitif. C'est-à-dire qu'ils ont pu expliquer des choses, proposer des pensées, des théories, sans avoir le moyen de le vérifier, mais probablement avec une intuition extrêmement forte, à laquelle d'ailleurs ils ont été sensibles et qu'ils ont accepté d'utiliser, et avec une logique qui, moi, me séduit dans la philosophie. Donc aujourd'hui, c'est ça que je trouve intéressant. Dans cette invitation aux interviews, c'est que chacun apporte son bagage. Finalement, je le cite souvent, Krishnamurti propose de prendre tout ce bagage. Là, c'est de la théosophie. Il n'y a pas de religion, il y a de la philosophie et de la spiritualité. On prend ces connaissances, on les pose devant nous et on discute allégé de cette connaissance parce qu'elle nous a permis d'apprendre à discuter et peut-être surtout d'écouter. Et c'est ça que j'entends, moi, dans la philosophie. C'est une invitation à écouter. On n'a pas besoin de chercher à comprendre. On écoute. Et quand on écoute, il y a des choses qui vont s'assimiler. Ça vous plaît comme façon de voir? Oui, alors, j'ai envie de rajouter un adjectif à votre écoute. Pour moi, c'est une écoute transversale, parce que c'est ça qui m'amuse dans la vie. Moi, ça m'amuse de me dire, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas vraiment de domaine défini. Tous les domaines peuvent se croiser et tous les domaines peuvent être utiles euh, à chacun d'eux. Tout dépend de notre façon de comprendre le monde. Et je pense que la réflexion la plus stupide qui serait de dire, ah mais non, on ne peut pas arriver à ça si on travaille sur tel domaine. On peut arriver euh, à énormément de choses et comprendre énormément de choses à travers tous les domaines. Tout dépend de notre manière d'interpréter. Et celui qui explique tout ça très bien, toutes ces herméneutiques, c'est Paul Ricoeur. Et il explique à quel point l'herméneutique est transversale et et au fond, que fait-on d'autre la journée dans notre travail que de l'herméneutique? Bon, c'est ça que nous faisons toute la journée. Donc, et chacun avec les domaines qui lui parlent, qui lui correspondent, qui lui font lien et qui font que nous sommes des êtres de lien pour les autres. Alors, on va terminer, Barbara. La musique. Vous avez parlé d'interprétation, d'interpréter. On sait que l'interprétation, elle appartient à chacun. Euh, Et j'avais eu la chance de pouvoir échanger avec Eddie Louis dans le cadre de questions sur la musique contemporaine. Et quand on parlait de danse euh, contemporaine, on parlait d'une barre de danse, d'une répétition dans un petit espace. Et il me disait, plus cet espace est petit, plus les consignes sont strictes, plus on se rapproche du jazz qui va nous libérer complètement. Voilà.
J'avais travaillé quelque chose avec Christine Rouget et puis Eddie Louis, et on avait parlé sur cette liberté qui ne se développe pas avec le côté restreint du cadre, non, non, qui va s'appuyer sur un cadre. Voilà. Un cadre n'est pas forcément restreint, il donne un repère. Et dans ce que je viens d'entendre, c'est que l'interprétation n'a pas à être enfermée dans quelque chose. Autrement, ça devient une secte, ça devient une doctrine. Non, c'est pas ça. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir respecter l'interprétation de chacun, mais à condition de pouvoir la comprendre. C'est ça qu'on verra dans l'interview avec Dimitri Rochambouri. Donc, en fait, dans cet intérêt de ces interviews, c'est que les unes et les autres se complètent. Donc moi, j'invite ceux qui ne vous connaissent pas à lire vos livres et puis à vous écouter quand vous êtes présente. Dans les séminaires de la CCH, on reçoit des patients. C'est ça que j'appelle la culture transversale. Le patient nous apporte quelque chose, ça change tout dans la présence du patient, ça change tout. Et quand on a parlé avec Véronique Suissa, qui est donc responsable de l'Agence des médecines complémentaires adaptées, on a parlé de ce trait transversal où on va se rassembler dans nos approches pour mieux se comprendre. C'est ça que je trouve intéressant. Donc aujourd'hui, euh, j'accueille moi la philosophie comme un support qui envahit complètement mon enseignement, puisque je mets des thèmes philosophiques et que nos supervisions vont par exemple explorer les émotions une par une. Je trouve que c'est une approche qui est très pratique, voilà, et très innovante surtout. Merci Barbara, bonnes vacances et à bientôt. Merci Pascal et à bientôt.